Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Max Orville. Max Orville est député européen. Monsieur le député, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Laouché. Je vais bien. Je suis arrivé hier à la Martinique pour une semaine avec beaucoup de travail à faire et je suis toujours heureux et ravi de pouvoir converser avec vous. Je vous remercie de votre présence. Il y a deux façons de poser la question. Je vais vous demander quel est votre bilan depuis que vous êtes député européen, mais je peux dire à quoi vous avez servi depuis que vous êtes député européen. J'apprécie toujours vos questions, d'abord parce qu'elles se veulent impertinentes, mais elles sont tout à fait fondées. D'abord, je crois que mon action d'eurodéputé a servi à trois choses. Mais d'abord, je voudrais préciser quelles sont mes fonctions et quelles sont mes missions pour que tout le monde comprenne bien. Un député européen, comme un parlementaire national, fait la loi, ou du moins fait des propositions de loi européennes. Nous avons donc un important travail législatif européen. Et ce travail législatif concerne non pas que la France, que les régions d'outre-mer, dites régions ultrapériphériques, mais concerne les 27 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 450 millions d'habitants. La deuxième mission que je me suis assignée, c'est de veiller à l'adaptation des directives européennes à nos territoires ultramarins. Excusez-moi, vous êtes passé de la loi aux directives. C'est quoi les directives? Les directives, alors, les directives européennes, ce sont donc, comme son nom l'indique, des directions qui sont données par l'Union européenne aux États dans différents domaines, de l'emploi, de la pêche, de l'agriculture, de la culture. Ce ne sont que des directions. Ce sont de suivre. Si, à partir du moment où elles deviennent des directives, un pays de l'Union européenne doit se conformer à cette directive en l'adaptant, mais dans son droit national. Si un État de l'Union européenne ne se conforme pas à la directive européenne, cet État est susceptible d'être attaqué par les usagers européens auprès de la Cour de justice, etc., pour justement se conformer. Et l'État peut être sanctionné, puisque par définition, c'est la loi de l'unanimité qui prévaut pour l'instant au niveau de l'Union européenne. Donc si les 27 pays se sont mis d'accord sur ces directives, elles doivent le décliner dans leur législation nationale. Donc ça, c'est le premier point. Et le Parlement fait des propositions, travaille en harmonie et en partenariat avec la Commission, même si c'est la Commission qui décide. Nous ne sommes à peu près que co-législateurs qu'en matière budgétaire, où là, les propositions faites par la Commission, le Parlement les observe, les regarde et valide ou non ce budget. Donc, première mission, édicter la loi européenne. La deuxième mission pour moi, député issu des régions d'outre-mer, c'est d'adapter autant que faire se peut les normes européennes à la réalité de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de mon mandat, j'ai obtenu un certain nombre de dérogations à ces directives ou à ces lois, à cette loi européenne, pour que nos territoires puissent continuer de fonctionner lorsqu'elles n'étaient pas dans les clous. Je prends un exemple, c'est la question, on l'avait déjà évoqué, c'est la question notamment de la biomasse.
alternatives énergétiques, notamment en Guyane. La Guyane a des énergies fossiles. Il y a quelques années, on leur a dit mais non, on ne travaille plus en fossiles, il faut maintenant travailler avec le bois, avec la biomasse, etc. Et puis, les nouvelles directives européennes ont décidé que non, la biomasse, eh bien, on coupe ligneuse, on coupe trop d'arbres, il faut préserver la nature, donc il faut trouver une autre manière de faire. Mais nos territoires ultramarins ne vont pas aussi vite que cela pourrait être ailleurs. Et à être vertueux, il faut quand même veiller à ne pas mourir guéri. C'est-à-dire que si on coupait la biomasse pour la Guyane, outre le fait qu'on se privait d'une énergie alternative pour ce territoire, aux énergies fossiles, mais surtout on mettait 2000 personnes au chômage parce que c'est le deuxième employeur du privé, c'est la filière bois en Guyane. Donc il fallait veiller à adapter nos normes. Et donc avec les députés ultramarins, nous sommes 7, aussi bien françaises qu'espagnoles que portugaises, parce qu'on a à peu près les mêmes difficultés. Nous avons commencé un travail de lobbying auprès de nos parlementaires, de nos groupes, et nous avons fait adopter des dérogations, c'est-à-dire pour dire en un mot, non, cette disposition européenne ne s'applique pas dans les territoires, dans les régions ultra-périphériques. Vous avez eu gain de cause ? Oui. Oui, on a eu gain de cause. Une autre dérogation qu'on a obtenue, c'est concernant les voyages aériens, dont vous savez que ça coûte fort cher, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, comment dirais-je, nos avions volent au kérosène, notamment. Et donc, le kérosène n'est pas considéré comme un carburant propre ni vertueux. Il y a maintenant d'autres carburants beaucoup plus biodégradables, etc. Donc, l'Europe, avec ses directives, sanctionne les compagnies aériennes, et la répercussion sur le billet d'avion pour le consommateur est donc plus élevée, puisqu'elles doivent, comment dirais-je, tenir compte des sanctions de l'Europe. Là aussi, quoique le billet d'avion ait été très augmenté, et on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais cet aspect n'a pas été répercuté pour les consommateurs de nos billets d'avion. Il y a d'autres sujets également sur la question des bateaux de croisière, pas les bateaux de croisière, pardon, les bateaux qui affrètent notamment les marchandises, etc. Nous avons obtenu des dérogations pour que le coût ne soit pas plus élevé. Donc, on a des dérogations et on intervient. Je suis intervenu et j'ai déposé un amendement en plénière il y a quelques semaines sur la partie électrique. Tous les territoires de l'Europe sont connectés entre eux. Or, nous, les régions ultrapériphériques, nous sommes des petites unités et nous ne sommes pas connectés. Donc, là encore, n'étant pas connectés dans le grand monde européen, eh bien, nous avons demandé des dérogations pour que ces unités fonctionnent et qu'il n'y ait pas de répercussions sur EDF, etc. Donc, excusez-moi, là, j'ai pas bien compris. Je veux dire que c'est ce qu'on appelle le système interconnecté au niveau énergétique, au niveau EDF. La Corse est pareil. Donc, ce sont des petits territoires. Sur le continent européen, tous les systèmes énergétiques sont connectés entre eux. Il y a des petites unités. La Réunion est à part, mais tous les petits territoires ne sont pas connectés. Et cela peut occasionner des sanctions ou des difficultés ou des coûts de production beaucoup plus élevés. Donc, j'ai demandé et obtenu en plénière que nos systèmes soient dispensés de ces taxes pour le fait qu'elles ne soient pas connectées. Donc, c'est quelques exemples d'adaptation des normes qui font que, député ultramarin, j'ai souhaité que toutes les normes qui pourraient nous mettre plus en difficulté soient résorbées par des dérogations. Je vous parlerai, si vous le souhaitez tout à l'heure, d'un de mes souhaits. Ce souhait, c'est il existe
dans le cadre des traités de l'Union européenne, un article qui est fort connu, qui s'appelle l'article 349 du traité, et qui dit ceci en substance: l'Union européenne tient compte des spécificités des territoires ultra-périphériques. La vérité, pour moi, depuis que je suis arrivé au Parlement... Il y a combien de temps? Ça fait maintenant 16 mois. Depuis que je suis arrivé au Parlement, comme je vous l'ai dit, nous sommes amenés à voter des dérogations pour les régions ultra-périphériques, notamment en matière énergétique, environnementale, etc. Et donc, moi, j'ai suggéré, j'ai voulu, je ne suis pas encore arrivé, je souhaitais rencontrer tous les parlementaires nationaux de l'hexagone ultramarin, d'abord, français, pour qu'on puisse dire que dans nos régions, essayons de voir, par exemple, je vous ai parlé de l'exemple de la Guyane, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir une adaptation des normes par territoire conforme à l'intérêt de ces derniers. C'est-à-dire que, par exemple, la Guyane pourrait dire « je demande une dérogation totale, pleine et entière, dès lors qu'il s'agit d'une directive ou d'un dispositif relatif à l'environnement. » Bon, très bien. Comme ça nous dispenserait d'être toujours à l'affût et de régler toujours au cas par cas et s'exposer à un éventuel refus de l'Union européenne. À Mayotte, la crise de l'eau occasionne un certain nombre de problématiques. On pourrait imaginer ça. La question des transports dans nos territoires, etc. Et je souhaitais donc que nous ayons une unité de vue pour dire, bon, comment on va faire. Membre de la commission Affaires constitutionnelles, ça veut dire que donc modification des traités, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on pourrait travailler et présenter ça au gouvernement français qui se chargerait de voir comment on peut améliorer cet article avec des précisions claires pour empêcher à l'avenir que nos territoires, dans des domaines définis à l'avance, que ce soit l'énergie, l'environnement, les transports, l'écologie, enfin bref, un certain nombre de choses. Donc, ça c'était ma volonté, je n'y suis pas encore parvenu. Et la troisième mission qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est que, en tant que parlementaire européen, je me sens responsable, alors je dis responsable dans le beau sens du terme, pas autorité de gestion, des fonds européens, de l'utilisation des fonds européens. Il faut qu'on sache que Martinique et Guadeloupe, globalement, c'est 1 milliard de fonds européens. 1 milliard. À eux deux? Non, chacun. La Guyane, c'est 600 millions. Les autres, un petit peu plus pour la Réunion. Rien n'est pire que de se dire que nos territoires qui ont besoin d'un développement économique et donc d'un meilleur rayonnement, cet argent, ces fonds européens, qui expriment la solidarité européenne au travers de la France. Pour rappel, la France consacre 20% des fonds européens de l'Union européenne aux Outre-mer. 20%. C'est une somme importante. Et cet argent européen, c'est l'argent des 450 millions d'habitants des 27 pays de l'Union, dont les populations d'outre-mer, soit à peu près 4 millions, en comptant les Espagnols et les Portugais, dont votre argent est le mien. Et si on me donne de l'argent, si on vous donne de l'argent, c'est pour que vous le consommiez. Donc, il y a, je n'interviens pas dans l'utilisation que font les autorités de gestion. C'est-à-dire, ils le dépensent comme ils sont chargés de ça. Hein, la CTM, le Conseil régional de la Guadeloupe, le Conseil régional de la Réunion, Mayotte, etc. Quoique Mayotte, c'est l'État. Et la Guyane, etc. Oui. Donc, je me sens obligé et responsable
est coupable si je ne dis pas, mais attention, nous avons de l'argent disponible. Comment on aide? Depuis 16 mois, je reçois à Bruxelles, à Strasbourg, ici à ma permanence, chaque fois que je viens, c'est l'occasion pour moi de recevoir des porteurs de projets, des gens qui viennent me dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas, voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce fut la raison du colloque que j'ai organisé en juin en Martinique, qui s'appelait « Les Outre-mer des solutions », où une demi-journée sur 4 a été consacrée à la bonne utilisation ou l'utilisation des fonds européens. Et pour ce faire, nous avions le SGAE, c'est-à-dire le Secrétariat Général aux Affaires Européennes français. Nous avions la directrice de l'unité RUP, région ultra-périphérique de Bruxelles de l'Europe, qui venait expliquer comment on doit utiliser, quel est le montant, quels sont les différents programmes auxquels nous pouvons prétendre, et rappeler que les programmes structurels sont gérés par la collectivité territoriale de la Martinique. Donc encore une fois, je ne suis pas responsable du choix effectué par la collectivité. C'est pas ce n'est ni mon propos, ni ma mission. Ma mission, c'est que cet argent soit dépensé. D'accord. Voilà. Combien d'argent nous était accordé donc? Je vous dis, alors l'exercice 2014-2020, et qui expire là au 31 décembre, c'était à peu près 1 milliard. Ok. Et nous allons renvoyer combien d'argent à Bruxelles? Alors, je n'ai pas de raison. J'ai échangé la semaine dernière avec le président de la collectivité territoriale de la Martinique, que j'avais alerté déjà, notamment par ce colloque, sur le risque de voir dégager des sommes importantes. Lui-même l'a dit, donc je le redis. Il l'a dit à ses dernières déclarations médiatiques. Il a dit oui, je sais qu'il y avait 300 millions. Bon, maintenant, il m'a dit que les choses sont en place et qu'il risquait de ne renvoyer que 2 millions d'euros. Pour certains... On tombe de 300 millions à 2 millions. Oui. Au 31-12. Je n'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Nous verrons. Nous verrons. Le député européen que je suis un lanceur d'alerte. Demain, je suis en Guadeloupe, et la Guadeloupe a des difficultés similaires. Je sais que face à la multitude de dossiers de porteurs de projets, la France a proposé au président de la collectivité territoriale de lui envoyer une équipe pour apurer les dossiers le plus vite possible pour faire ça. Il a accepté. Donc, il y a une équipe qui est là et qui travaille depuis un mois, etc., qui aide notre ingénierie locale. C'est curieux parce que vous dites une équipe qui va venir pour apurer. Donc c'est ce que je dis, mais je peux dire que oui, tous les dossiers, l'objectif il est clair, monsieur Laouché. Vous avez une pile de dossiers. Vous n'y arriverez peut-être pas dans les temps impartis. Donc on vous propose des renforts. D'accord. Donc c'est un problème administratif. C'est un problème d'ingénierie locale. Vous venez décrire une situation administrative. Oui. Des dossiers qu'on n'arrive pas à... Oui. Arrêtez, vous savez très bien que ce n'est pas ça le problème de l'Europe en réalité. C'est parce que il faut, quand on veut avoir les fonds européens, commencer par dépenser et on est remboursé après. Est-ce que ce n'est pas là le vrai problème dont vous ne parlez curieusement pas? Parce que nos entreprises sont à 95% des petites entreprises en Martinique, elles ont de toute évidence un problème d'investissement, un problème de trésorerie aussi, un problème d'avoir de l'argent. Et donc si vous leur dites, vous faites un projet à 10 millions, parce qu'il a de l'ambition, il dit, ouais, mais il faut que vous avancez les 9 millions. Mais il ne peut pas bénéficier des fonds européens. Alors, là, vous parlez de problèmes administratifs justes, et je ne vais pas l'éluder, mais moi, je vous parle de porteurs de projets qui ont, et j'en connais,
qui ont leur financement. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Attendez, il y en a un certain nombre. Et je vais vous dire, je suis confronté, je vais vous donner trois situations martiniquaises, sans donner de nom. J'ai eu une dame qui est venue me voir, qui avait un projet d'ampleur, avec des millions d'euros. Le dossier avait été validé en 2018 par l'ancienne gouvernance de la CTM. Et donc elle avait commencé ses activités, avait avancé, effectivement, elle en était déjà à plus d'une centaine de millions, mais la nouvelle gouvernance ne répondait pas. Elle a appelé, elle a fait... Chaque fois, on lui envoyait un courrier, disait il manque une pièce, et on remet les pièces. Au bout d'un moment, cette dame s'est dit non, c'est plus possible. Elle a fait appel à un cabinet d'experts, de management, pour voir s'il n'y avait pas une demande abusive administrative de papier, alors qu'elle avait déjà tout donné. On lui a dit oui, manifestement. N'arrivant pas à joindre la CTM, elle a pris un avocat. Cet avocat a écrit à la CTM non réponse. À la fin, elle est venue me voir et face à ce sujet, encore une fois, moi, je ne suis pas responsable ni ne suis habilité à dire il a raison, il a tort, etc. et tout, mais j'ai fait suivre le dossier au ministère des Outre-mer, puisque moi non plus j'ai appelé, mais je suis tombé sur un disque gentil, vous êtes bien à la CTN, d'accord, ok. Et j'ai reçu la réponse par la DGOM, c'est-à-dire la Direction Générale des Outre-mer qui récupère tout, pour dire que le dossier n'était pas conforme, etc. Or, il y avait une décision de l'ancienne équipe favorable. Elle avait tous les papiers. Bon, elle avait peut-être changé son projet initial, ce qui justifierait que son projet n'était pas conforme. Mais c'était si facile de répondre. Attendez. Non, mais je veux vous montrer, je vous ai dit, je vous donne des exemples. Parce qu'avant que vous me dites, vous m'avez affirmé, le problème, c'est qu'il faut d'abord engager. D'accord, c'est un problème. Mais on va parler après du financement des banques. Attendez, il faut être clair, il faut être précis. Moi, je suis un chef d'entreprise martiniquais. Oui, je confirme. J'ai un projet, c'est une hypothèse d'école que je prends là tout de suite. Oui. Parce que le reste, c'est vraiment une hypothèse d'école. J'ai un projet de 4 millions, d'accord, d'euros. J'ai 100 000 euros de fonds propres. Qu'est-ce que je fais pratiquement pour bénéficier des fonds européens? Mais d'abord, vous faites deux choses. Vous en faites la demande. Et puis d'abord, il faut vérifier votre solvabilité et la réalité de votre projet. Est-ce que vous avez cette capacité? Ça veut dire quoi, avoir la capacité? C'est-à-dire que vous... ingénierie ou bien financière? Mais là, vous me parlez très clairement financière. Non, j'ai bien compris. Pas l'argent. Mais j'ai bien compris que vous n'avez pas l'argent. Vous avez 100 000 euros. Donc il faut essayer de chercher. Il y a deux moyens. Soit votre banque, parce que c'était mon deuxième exemple, où j'ai quelqu'un qui a aussi une grande entreprise et qui avait un projet de 5 millions d'euros. Bon, il a obtenu de sa banque l'avance, etc. Bon, très bien. Maintenant, il a toutes les garanties, mais le projet n'avance pas. Attendez, non, mais vous me demandez, je vais vous dire. Alors on revient à votre exemple précis. Vous n'avez pas. Je n'ai que 100 000 euros quand j'ai vu ma banque et tout ça, je n'ai que 100 000 euros. Ils vous aiment pas beaucoup, hein. Mais plaisantons. Les banques sont très frileuses en Martinique, vous savez très bien. Les banques sont très frileuses. Donc là, vous avez à chercher justement d'autres banques. Et on en arrive à un point. Alors peut-être que je vais choquer. Mais moi, je veux vous dire, je l'ai dit très clairement, parce que je m'arrête sur votre exemple. J'ai été reçu par notamment la Banque des Territoires. Ce problème, je l'ai posé très clairement. Comment vous aider nos toutes petites entreprises? Bon, mon sentiment, c'est qu'elles n'y sont pas prêtes non plus, par frilosité ou par un truc comme ça. Donc, pour autant, j'ai posé deux problèmes, parce que j'ai aussi vu la commissaire européenne à ce sujet, Madame Ferreira. Et donc, je disais, on a ce problème-là dans nos petits territoires, puisque ce sont des toutes petites entreprises, et où les chefs d'entreprise n'ont pas les fonds. Nous avons une deuxième chose, c'est que
la promesse ou la parole de nos collectivités qui pourraient faire une garantie bancaire est aussi très contestée. D'accord ? Bien. Et je suis gentil. Mais non, mais il faut qu'on soit clair là-dedans. Moi, j'ai dit à l'Europe, cet argent, c'est pour aider. Donc, pour aider, comment on organise ça ? Est-ce que les 20%, on peut grignoter ? Et je milite. C'est quoi les 20%? Les 20% d'apport personnel. Donc, quand on va chercher des fonds européens, on doit avoir obligatoirement 20% d'apport personnel. Je dis, ça peut être entre 20% ou 25%, ça dépend du montant du financement. Si c'est par le FEDER, si c'est par le FSE, si c'est... Enfin, il y a tellement de trucs. Puis il y a aussi les programmes européens. Les programmes européens qui, eux, sont gérés directement par la Commission européenne, qui ne relèvent pas des autorités de gestion. Donc, lors de mon colloque, il y avait toute cette présentation des palettes de tous les financements possibles. Le travail d'un eurodéputé, c'est aussi de faciliter l'utilisation de ces fonds. Parce qu'il y a plusieurs difficultés. On l'a vu, difficultés administratives, difficultés managériales, difficultés financières, etc. Bon, nous sommes dans un territoire où les banques françaises sont frileuses. Oui, sont frileuses. Qu'à cela ne tienne, on est l'Europe. Et donc, vous pouvez aussi aller demander un prêt auprès de banques espagnoles, de banques allemandes. C'est l'Europe. Et oui. Alors, on n'est peut-être pas habitué à ça, et des fois à des meilleurs taux. Alors, je ne vais pas me faire des amis avec nos banquiers, mais je suis tout à fait conscient de la frilosité de certains. Je l'ai dit, et en toute bonne foi. Non, mais en fait, c'est l'Europe qui est très frileuse en réalité. Mais pas du tout. En plus des banques. Je veux dire que l'Europe pourrait... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que là, vous voyez... non, je vais vous expliquer. Vous ne me laissez rien dire du tout. Je pense que vous ne savez pas ce que je veux dire. Allez-y. Je veux dire qu'on pourrait concevoir que l'Europe reçoive le projet, décide de l'aider à hauteur de l'Europe, et qu'avec cet argent que l'Europe m'a donné, je vais chercher auprès de mes banques qui auront une garantie et ça ira plus vite. Parce que quand l'Europe nous aide à acheter des camions, eh bien, ça permet aux ouvriers européens de travailler et de construire des camions. Et donc, c'est un donnant-donnant quelque part. Mais nous sommes, nous sommes complètement d'accord. Et c'est là pour laquelle je vous dis, il y a deux types de financement de fonds européens. Là, votre difficulté présente dans l'exemple que vous m'avez donné, c'est que là, vous ne passez que par ce qu'on appelle les fonds structurels, c'est-à-dire les fonds gérés directement par la CTM. Mais vous avez ce qu'on appelle les programmes européens, pour lequel le programme, allez, je prends un exemple, KMT est une entreprise prospère, je veux pouvoir essayer d'avoir un projet culturel, médiatique, etc. Peut-être que je vais me dire, au lieu de passer par les fonds structurels, je vais regarder les programmes européens directement gérés par l'Europe, et l'Europe fait cela. C'est-à-dire que je présente mon projet à l'Union européenne et l'Union européenne, à ce moment-là, vous dit oui, je finance à titre expérimental. Je vous donne un exemple. Lors de la préparation du colloque, l'année dernière, il y avait un projet d'une association à trait de Charles Nicolas pour mettre en place une unité de soins thérapeutiques et de réinsertion pour aider les toxicomènes. C'était un projet qui pouvait être financé à 2 millions d'euros pour l'Europe. Donc le dossier a été présenté, il n'a pas abouti. Vous savez pourquoi ? Il n'a pas abouti parce que le commissaire européen a dit « Mais voilà un très beau projet !» Ah, j'étais content. Mais il m'a dit « Mais pourquoi vous n'utilisez pas le FSE+, qui est là et qui est disponible en Martinique et qui fait exactement ça ?» Bon, donc il me disait « Nous, on veut bien faire quelque chose d'expérimental. » C'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire, on fait quelque chose d'expérimental. Mais dans le cas de ce projet en question, c'était pas de l'expérimentation parce que c'était amené à durer. Donc l'innovation peut être financée jusqu'à 100%. Vous le saviez ça ? L'innovation. Oui, l'innovation, c'est-à-dire que, écoutez... C'est pas tous les jours qu'on innove quand même. Vous êtes suffisamment créatif, monsieur Laouché. Non, et vous pouvez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a deux sortes de fonds. Fonds horizontaux et fonds structurels. On peut trouver matière à faire. Ce dont vous me parlez, c'est le cas classique où je dois passer par la CTM. Et là, on a plusieurs difficultés.
On a une difficulté administrative. Parce que l'Europe, c'est 450 millions d'euros. Il n'y a pas de règlement de procédure par territoire. C'est ça le problème. Il n'y a pas de règlement. Ah ben pour la Martinique et tout, on va faire un dispositif. Il y a des dispositifs ultramarins, c'est-à-dire pour retenir les talents, etc. Il y a des tas de dispositifs dans les programmes. Mais le financement, bah écoutez, vous avez du mal. En Guadeloupe, on me l'a dit aussi, il y en a qui ont du mal. Puis il y en a d'autres qui s'adressent à des banques européennes. Et les banques européennes sont peut-être plus ouvertes. Ça c'est un vrai problème. Et le député européen que je suis, j'ai posé cette question que vous me posez. Et parce que moi, je me suis dit, mais à quoi ça sert? J'ai été beaucoup plus impertinent que vous. C'est-à-dire que j'aurais dit, mais à quoi ça sert de faire semblant de dire qu'on a des fonds européens, mais on ne peut pas les utiliser? C'est pas sérieux. Donc, j'ai cherché quels étaient les dispositifs toujours possibles. Bon, si vous vous adressez sempiternellement, même, ah ben non, ma banque ne veut pas, ma banque ne veut pas. Non, mais bon, c'est bah, pas il faut ça. trouver. Je veux dire, vous dites que l'Europe accepte nos spécificités. D'accord? Mais c'est bien ce que je vous ai dit au départ. C'est marqué dans le marbre. L'Europe tient compte de nos spécificités. D'accord. Mais il n'a pas été décliné dans cet article comment elle tient compte de nos spécificités. Mais c'est exactement votre boulot, ça. Mais c'est mon boulot. mais écoutez, mais je le sais si bien que je vous dis que mon rôle de député européen, ça a été de dire, suite à la conférence des régions ultrapériphériques qui s'est tenue à Bruxelles au Parlement, et en ayant écouté les uns et les autres, il faut modifier cet article du traité. Et donc, j'ai proposé à tous les parlementaires une réunion à Strasbourg. Bon, Les parlementaires ultramarins. oui, Oui. Bon, à Strasbourg. Malheureusement, vous connaissez l'agenda de tous les parlementaires, ils n'étaient pas disponibles. 2 sont venus. Bon, sur quand même plus d'une soixantaine, c'est quand même un vrai travail. Donc, ça sera reprogrammé. Nous allons le faire parce que je tiens absolument à ce que, je leur dise un petit peu, c'est quoi l'Europe? Et 2, ayons un consensus pour dire quels sont les problèmes, par exemple en Martinique. Dans quel secteur d'activité vous pensez que nous devrions obtenir une dérogation permanente, par exemple, pour adapter les normes européennes sans avoir chaque fois à passer par des dérogations? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai obtenu l'année dernière une petite victoire, mais ce n'est qu'une petite victoire en janvier de l'année dernière, c'est que vous pouviez déposer un dossier européen sans savoir quand est-ce qu'il serait traité. J'ai obtenu une sorte de traçabilité, c'est-à-dire dans le nouveau dispositif, pour qu'on sache à tout moment où c'est bloqué et comment on avance. Bon, la question des banques, j'ai prospecté, j'ai cherché, j'ai sollicité l'AFD, j'ai sollicité la Banque des Territoires, j'ai sollicité la BPI, bref, essayer, parce que c'est ça l'objectif, de permettre l'utilisation concrète des fonds européens. C'est ça, l'utilisation concrète. Mais la question que vous m'aviez posée initialement sur les 2000 dossiers en attente, etc., pour apurer le problème administratif, il se pose aussi. Parce que il y a beaucoup de gens éligibles. Parce que de toute façon, la CTM instruit. Donc on sait déjà, dans ces 2000 dossiers, si vous avez le financement. Contrairement à ce que vous disiez. Le problème, il n'est pas sur cet aspect. Alors ça peut expliquer peut-être que la subtilité dont on parle, fonds programmés et puis fonds consommés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font faillite avant. Bon, c'est aussi possible. Mais en un mot, moi, mon job, c'est de rapprocher et de rendre plus accessibles ces fonds européens à la réalité de nos territoires. Là, je partage complètement votre avis. Et les réponses sont multiples. Avant, on aurait dit, par exemple, quand je vous dis qu'il y a une équipe qui est là pour aider à ce que ça aille plus vite, que les fonds consommés soient faits, eh ben, c'est une aide supplémentaire pour que nos compatriotes qui sont prêts puissent effectivement avoir plus rapidement accès à ces fonds européens et donc que les fonds soient consommés. Dans ce dispositif européen, la collectivité territoriale de Martinique ici, le conseil régional en Guadeloupe, les collectivités sont au centre. Oui, Ce sont des collectivités oui. où il y a des fonctionnaires qui travaillent. Oh, je vous vois venir. Non, continuez. Non, c'est un monde de la fonction publique. Ah là là, ça y est.
Pourquoi il ne serait pas plus vertueux ou aussi vertueux que... Non, mais je vous connais. Allez, on y va. Non, je veux dire, je suis quand même un petit peu surpris de voir que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, que la Chambre d'agriculture sont complètement exclus de ce système-là. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas eux aussi en charge de savoir est-ce que c'est un bon projet, de trouver des financements, d'aider les porteurs de projets, parce que eux sont quand même des chefs d'entreprise, des gens qui sont dans l'entreprise, donc c'est un peu différent. Vous voulez mon avis? Mais évidemment. C'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est tout à fait... Je vais vous dire un truc. Non seulement c'est tout à fait pertinent, mais il ne vous a pas échappé que je ne suis pas l'autorité de gestion, donc je ne suis pas les collectivités, et qu'il leur appartient, me semble-t-il, d'organiser la meilleure harmonisation possible et le meilleur consensus pour être utile. Pour être tout à fait franc, avant de venir chez vous, j'ai rencontré ce matin la nouvelle présidente du MEDEF Martinique, Madame Rodap. Et nous avons donc échangé sur cette question des fonds européens, sur la question de l'octroi de mer, sur un certain nombre de thématiques. Et le MEDEF me disait, nous pensons que nous avons aussi un rôle à jouer. Ce rôle d'informer, de s'intéresser et de pouvoir accompagner les porteurs de projets, etc. Moi j'ai dit bravo, j'applaudis des deux mains. L'union fait la force, et que ce que vous dites, il n'y a pas... Donc je vous dis, le MEDEF aussi est impliqué. Donc que tout le monde soit autour de la table, consensus, et de mettre en place un dispositif qui pourrait permettre, par exemple, de dire « Bon, monsieur Laouché, tu n'as pas d'argent, donc c'est pas la peine, dirige-toi sur une autre manière de faire plutôt que de perdre ton temps à attendre. » Ou bien faire quelque chose. Et donc d'être conseillé par ses pairs. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, au contraire... Cette mission, c'est un petit peu la mission que moi je me suis donnée en tant que député européen. Je vous ai dit quelles étaient mes missions. Dire qu'il y a des fonds disponibles, il y a un plan de relance qui a été fait. Et comment il est utilisé aujourd'hui, à quoi il sert aujourd'hui. Bon, ok, je suis de ceux qui pensent que ce qui crée la richesse, pour une fois vous allez être d'accord avec moi, c'est le secteur privé, c'est pas le secteur public. Donc, je pense qu'une véritable attractivité, une véritable politique qui viserait à ce que le secteur privé, en partenariat avec les autorités de gestion, le secteur public, trouve un cap pour faire. Est-ce que l'Europe ne peut pas imposer ça? L'Europe a... Comme spécificité. Parce que moi, j'étais allé dans une banque. Alors, si j'habite même en Auvergne, et qu'il faut que j'aille dans une banque au Luxembourg, je prends ma voiture, j'y vais. Oui. Bon, en Martinique, c'est différent. Parce que vous me dites, on va aller voir des banques européennes, déjà... si vous saviez... Non, je crois que ça, ce n'est pas une très très grande difficulté. C'est une grande difficulté pour les toutes petites. Parce que vous seriez surpris de voir le nombre de chefs d'entreprise ou de trucs martiniquais et d'outre-mer qui s'affranchissent et qui y vont. Vous me direz, ils ont peut-être les moyens, les grandes. Les petits, c'est plus... Les petites, c'est plus compliqué. Et j'espère il faut que je réfléchisse à ça pour voir comment amener, mais vous voyez, c'est ça le problème compliqué, avoir des antennes de banques européennes à Martinique, vous voyez un petit peu comment ça troublerait les choses. Mais il faut savoir que ça existe. Nous sommes l'Europe. C'est la même monnaie. Donc ça doit pouvoir se faire. Et mon souhait, à titre personnel, c'est de faire jouer la concurrence. C'est bien ce qu'on a toujours dit, c'est ce que j'ai entendu partout. Hein. J'entends les lois sur nous sommes contre les comment on appelle ça, les monopoles. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bien. Est-ce que vous êtes inquiet de... Je ne dis pas ça. Je veux dire, aujourd'hui, à votre avis, quels sont les axes prioritaires de la collectivité territoriale de Martinique, qui a véritablement une grande importance en Martinique? C'est vraiment la seule assemblée. Comment vous la vivez, vous, en tant que député européen? Comment vous la regardez? Alors, je vois bien la difficulté de la réponse, mais je vais essayer de me tenir à ce que je suis. Je vous m'interrogez aujourd'hui en tant que député européen.
En tant que député européen, le rôle de la collectivité est central, puisque j'ai bien expliqué que c'est elle qui valide ou non l'attribution des fonds européens dans le cadre du développement économique de notre territoire de la Martinique. Encore une fois, moi, mon rôle, c'est l'utilisation optimale des fonds européens. C'est ça mon rôle. Et ça s'arrête là. Dans une autre vie, quand j'étais opposant ou quelque chose, j'avais un avis différent. Mais là, mon rôle, c'est cette utilisation. Et je n'ai eu de cesse, depuis le début de mon mandat, lorsque j'ai connu le taux d'utilisation des fonds européens, ici comme en Guadeloupe, je veux dire que, ou ailleurs, d'alerter ces autorités de gestion sur attention, nous avons des territoires qui demandent à se développer. Donc donnez-vous les moyens de le faire. Et pour ce faire, voici les sommes dont vous disposez. Au début, en janvier de l'année dernière, en février, l'alerte me paraissait tellement énorme que je disais, non mais attendez, ça va pas. On me répondait, non, c'est faux. Donc je suis sûrement un menteur. C'est faux. Il y a une programmation des fonds européens. Nous sommes à 110, 130% des fonds. Donc cette subtilité entre fonds programmés et fonds consommés n'est pas que lexicale. Vous en conviendrez. Donc j'étais obligé de dire non, c'est faux. Parce que dans tout projet, vous vous dites, bon ben, on a tant de fonds programmés, mais vous êtes le banquier, vous savez ce que vous remboursez. Et moi, j'ai les chiffres de la commission. Alors, il y avait une distorsion. Et finalement, il a fallu le colloque européen de juin à la Martinique pour que, clairement et publiquement, on annonce, attention, voilà le risque. Et le président du conseil exécutif, après avoir dit dans une interview, oui, il y a eu une intox, etc., a reconnu que, oui, il était au courant de ce risque de dégagement. Il a expliqué, je vous l'ai dit, que non, il a pris les dispositions et les mesures qui s'imposent pour qu'il n'y ait pas 300 millions qui repartent, ce qu'il appelle le dégagement d'office. Tant mieux. Et encore une fois, je vous ai dit, je n'ai pas de raison de douter de la parole de c'est vous qui, pour moi, enfin, d'après ce que j'ai compris, vous êtes un homme parfaitement heureux aujourd'hui de ce point de vue-là. Je ne suis pas parfaitement heureux. Je vous ai dit que je ne doute pas d'une parole. Vous savez, les faits vont être têtus. À partir du 31 décembre, je saurai qu'est-ce qui a été consommé ou pas consommé. En tout cas, là, pour l'instant, là, alors j'enlève le mot heureux. Je ne suis vous pas êtes heureux. Un homme rassuré. Oui. Je vais vous dire que il y a le président du conseil exécutif, nous avons eu un échange très clair. Il m'a dit que non, il n'y aura pas de dégagement. Vous passez de 300 millions à 2 millions. Donc vous êtes complètement rassuré. Écoutez, si la Martinique dépense ces 300 millions à 2 millions près, compte tenu des alertes et des appréhensions que j'avais, je serais effectivement content. Heureux. Je serais content. Content. Le mot heureux. Mais je serais content parce que demain je vais en Guadeloupe, je vais dire la même chose. Je l'ai dit à des députés, des parlementaires de la Guadeloupe également. Je leur ai dit, attendez, vous avez aussi un souci. Ils sont tombés les fonds, on a bien compris. Bon, voilà. Je crois qu'on a bien compris. Nous avons fait une interview dans les rues de Fort-de-France pendant toute une semaine. Et nous demandions aux gens, pas dans les rues de France, les rues de la Martinique, un peu partout, et nous disions aux gens, faut-il mieux se rapprocher de l'Europe ou des pays de la Caraïbe? Et à 90%, les Martiniquais nous ont répondu de la Caraïbe, parce qu'on est tout près, parce que c'est nos frères, parce qu'on se ressemble, etc. Quel est votre sentiment sur ça, étant entendu qu'un des axes majeurs de la politique de la collectivité territoriale de Martinique va également dans ce sens, c'est-à-dire se restituer à son environnement géographique. Bien. Alors, votre question appelle de ma part plusieurs réponses. J'ai moi-même fait ce petit sondage qui n'est qu'un sondage comme ça. Je ne dispose pas des moyens de KMT et je n'ai pas interrogé. Mais je me suis rendu en Guadeloupe. Et je me suis rendu il y a 2 semaines lors
de mon passage, je suis allé dans les établissements scolaires, parce que comme vous le savez, c'était la semaine Erasmus Day. Et je suis allé dans 2 lycées, un à Trinité, un au Lamentin. Un lycée professionnel, donc c'est pas du tout forcément les mêmes milieux, les mêmes objectifs, et puis un lycée d'enseignement général. Eh bien, notre jeunesse, j'ai fait le même sondage en Guadeloupe, à Bainbridge. Notre jeunesse, ces gens-là qui devraient poursuivre des études, etc. et tout, il y a eu 3 possibilités. Vous voulez poursuivre vos études en Europe? Vous voulez poursuivre vos études aux États-Unis, Canada? Vous voulez poursuivre vos études aux Caraïbes? La réponse c'est 51-49 pour l'Europe et pour les États-Unis. 0 pour la Caraïbe. Ça, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est pas significatif. Hein. Bon. Maintenant, j'ai entendu ce discours de la part, il y a 2 semaines également, j'accompagnais le ministre Vigier à l'université où il échangeait sur cet Erasmus Day, et donc il y avait des étudiants. Bon. La volonté, en tout cas, que j'ai entendue du président de l'université, ou du moins du responsable de la Martinique, pardon, c'était pas le président de l'université, mais du pôle, c'était effectivement de se diriger vers un Erasmus Caraïbes. Je l'ai entendu plusieurs fois. Et le ministre a d'ailleurs dit, écoutez, c'est pas mal, découvrir son environnement, je vais voir quelles sont les possibilités pour ce projet, et je suis prêt également éventuellement à une expérimentation en la matière. Il m'arrive de suivre l'actualité de la Martinique, et j'ai entendu également le président de la collectivité clamer sa volonté d'avoir des Césarus, c'est-à-dire d'avoir un dispositif pour faciliter les échanges avec la Caraïbe. Ce n'est pas choquant en soi. Ça ne me choque pas. Maintenant, je voudrais être aussi je pourrais être provocateur. J'ai quand même des interrogations. Non pas sur la volonté de nos élus, et ils ont raison, mais nos populations ont bien souvent marqué ces dernières années des hostilités, sinon des rejets, de nos compatriotes de la Caraïbe. Pourquoi vous dites de nos compatriotes? Parce que connaissez bien le sens des mots. Oui, mais parce que j'entendais le président de la collectivité territoriale de la Martinique qui, dans un colloque, parlait de nos frères caribéens. Donc je considère que compatriote, c'est un petit peu moins fort que frère, mais j'accepte le mot. Donc, il l'a dit, et il se place résolument dans ce cadre-là, d'où l'adhésion à l'OSCS, d'où la volonté d'aller aussi échanger avec le Brésil, d'où d'avoir une diplomatie territoriale. Je vous connais, vous connaissez le sens des mots. Vous croyez que vous me connaissez? On y va. Je connais vos capacités intellectuelles. Oh, c'est gentil, j'en ai très peu, vous êtes trop gentil. C'est-à-dire que compatriote, ça veut dire qu'on fait partie de la même patrie. C'est pas la même chose que les frères. Oui. On peut avoir des frères qui soient allemands ou chinois, ça n'a pas d'importance. Écoutez, compatriotes, c'est-à-dire que nous partageons un espace caribéen. Quand vous demandez à un Martiniquais, nos frères de la Caraïbe, ce sont aussi, même Césaire le disait, hein, nous entretenons une diplomatie cordiale. Tout marque, effectivement, alors je vous l'accorde, c'est pas la patrie, c'est pas compatriote au sens de patrie-nation, mais nous vivons dans le même environnement. Oui, mais c'est important parce qu'il y a des structures qui rejoignent les gens de la Caraïbe. Oui. Et on pourrait... Mais on est en train d'y aller. Justement. On est en train d'y aller. Donc je pensais que je pouvais dire que... Donc voilà, donc si on y va, on risque d'être effectivement des compatriotes. Oui. Bon, quel est votre sentiment par rapport à ça? Mais c'est bien ce que vous m'avez interrompu, alors que j'étais en train de vous dire que je suis favorable, parce que je suis un humaniste et un citoyen du monde. Je considère que fréquenter son environnement caribéen n'est nullement scandaleux et au contraire très fructueux. Mais je constate
avec beaucoup de peine quelquefois et de tristesse, que je ne suis pas convaincu, parce que j'ai déjà vu que nos compatriotes, allez, pour le coup, martiniquais et guadeloupéens, et peut-être aussi nous, Français de la Caraïbe, nous avions un petit peu de mal avec ces compatriotes de la Caraïbe, avec les Haïtiens, avec les Saint-Luciens. Est-ce que ça n'expliquerait pas aussi les scores des extrêmes en Martinique qui sont réguliers et en augmentation? Les scores aux élections. Les scores aux élections. Bon, j'entends des sentiments de ras-le-bol, oui d'accord, mais j'entends aussi ce sentiment-là. En Guadeloupe, avec les gens qui viennent chez les agriculteurs, etc. Il y a une députée européenne, Madame Pierre Bacas, qui n'est plus au Rassemblement national, mais qui prônait, comment dirais-je, cela à un moment donné. Donc, quelque part, il y a une volonté politique que je perçois très claire et qui est noble, de vouloir échanger avec la Caraïbe, avec l'Amérique du Sud, etc., ou avec qui vous voulez, et puis... Non, c'est pas avec qui vous voulez. Non, avec un environnement. Avec un environnement je vais vous raconter, tiens, quelque chose aussi là, qui a circulé, c'est encore une publicité du Rassemblement national. Il y a cette appréhension de l'autre, de la part de notre population, qui est un petit peu déconnectée de la volonté de nos élus. Pour le coup, je pense que c'est nos élus qui ont raison. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors, l'anecdote que je voulais vous faire partager, il y a une parution, une vidéo, où le Rassemblement national, avec un de ses députés européens, qui en ce moment est en train de m'embêter, ou qui tente de m'embêter, dans lequel il dit « Nous avons constaté que l'Union européenne en Martinique finance des étrangers, un organisme, etc. » Et donc de dire « Ah ben écoutez, voilà ce que nous disons, les nôtres avant les leurs. » Bon, c'était bien évidemment quelque chose... pour moi de spécieux, et de pas juste non plus. Parce que quand on sait que s'il y a eu un financement européen, ça veut dire aussi qu'il y a eu, comment dirais-je, autorisation de la CTM pour financer ce programme-là. Bon. Et c'est un programme tout à fait noble de pouvoir essayer de, comment dirais-je, de permettre aux différents migrants de la Caraïbe de pouvoir s'insérer, se former, etc. Bref, ça c'est l'anecdote, mais c'est aussi pour dire que il y a des formations qui aiment bien instiller... Enfin, l'Europe, très officiellement, aide la Caraïbe. Mais bien évidemment. Interreg, c'est fait pour ça. Mais oui, mais il n'y a pas qu'Interreg. Je veux dire, je suis premier vice-président de la délégation ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Désormais, il y a unanimité au niveau de l'Union européenne, et la Hongrie, qui gênait les accords post-Cotonou, dans le cadre de l'ACP, bon, tout a été levé. Ce qui fait qu'en mars 2024, cette délégation ACP éclatera en 3 groupes: Union européenne Caraïbes, Union européenne Afrique, Union européenne Pacifique. Et donc ça veut dire que l'Union européenne aide Haïti. Mais oui. Bon, elle aide partout. Donc, bref, non mais ça c'est pour dire un petit peu mais comment... Je veux vous demander, vous êtes un Martiniquais. Oui, okay. De souche. De tout. De souche, d'adoption. Vous êtes un Martiniquais. Bien. Vous connaissez bien l'Europe. Vous la connaissiez déjà avant d'être député européen. Oui. Et vous la connaissez encore mieux aujourd'hui. Non pas seulement l'Europe dans ses institutions, mais l'Europe dans ses hommes, dans ses femmes, dans son économie. Tout ça, vous connaissez bien. J'apprends. Alors ma question est simple. Est-ce que nous, Martiniquais, on a davantage intérêt à se rapprocher de l'Europe dans le cadre de notre développement, de notre évolution, de notre futur, ou est-ce qu'on a intérêt à se rapprocher de la Caraïbe? Je crois que je vous avais déjà répondu dans une précédente émission là-dessus. Je vous avais dit, tout dépend de votre projet. Tout dépend de votre projet à vous. Moi, mon projet,
Eh bien, mon projet, le développement du pays. Hein. Mais moi mon projet, il va être assez simple et clair. Aujourd'hui, ce qui finance la Martinique, c'est l'Europe. C'est 1 milliard que je souhaite mettre à disposition du développement de la Martinique pour aider la population et nos entreprises martiniquaises. Que dans ce cadre de ce développement, il y ait une coopération régionale, une meilleure connaissance de notre environnement, me paraît tout à fait pertinent. Je n'ai pas de problème. Vous avez dit tout à l'heure que ça pourrait être fructueux. Oui, Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en détail en quoi ça peut être fructueux? Ça peut être fructueux, ne serait-ce que sur le plan culturel, qui est lorsque je lis M. Chamoiseau, qui est une partie que l'on considère souvent comme secondaire, la culture, mais qui est finalement tout aussi belle, prégnante. Je ne sais pas si on peut apprécier un beau tableau quand on meurt de faim. Alors là, vous êtes en opposition frontale avec M. Chamoiseau, parce que j'ai lu ça. Mais ça peut arriver. Après tout, nous ne sommes que vous journalistes. Moi, je ne suis pas Goncourt, je ne suis pas. Mais bref, je veux bien souffrir de ça. Je dis, et vous avez raison, il faut d'abord donner à manger à nos populations. Il faut les développer. Nous sommes d'accord. Ce à quoi il me répond, Césaire a, comment dirais-je, a passé son temps à aider tout le monde, etc. Mais ce qui l'a rendu célèbre, c'est sa position face à la négritude, en nous faisant devenir une nation avec... Je suis tout à fait d'accord. Les deux sont possibles. Donc, moi, je ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. Je dis aujourd'hui où se trouve mon intérêt économique. C'est l'Europe. Est-ce que je peux le mettre à disposition de la Caraïbe dans le cadre d'un projet personnel que les étudiants peuvent avoir, les jeunes, et même des chefs d'entreprise martiniquais qui vont? Il faut se rappeler, je crois que mon assistante locale le sait, eh bien, j'étais très heureux et très fier de voir qu'il y avait des chefs d'entreprise de Martiniquais qui ont initié des partenariats et des coopérations en Floride. Je trouve ça très bien avec des investisseurs américains qui ont envie d'investir chez nous et tout. C'est pas l'Europe. Bon, mais je trouve cette démarche très bonne. Donc je dis, la sécurité, c'est quand même l'Europe pour l'instant, hein, mais ça n'empêche pas, nous ne sommes pas frappés de cécité. Nous regardons ailleurs pour pouvoir échanger la culture haïtienne, les poètes haïtiens. Il y a des tas de choses, et il n'y a pas que ça. Si on trouve, comment dirais-je, des technologies caribéenne sur le plan de la santé, sur le plan... je pense à Cuba, qui est spécialisé dans, comment on appelle ça, le psoriasis, par exemple. Que chacun apporte ses compétences et ses connaissances, moi je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer ça. Maintenant, il y a des urgences qu'il faut traiter. C'est la question « j'ai faim ». C'est la question économique. C'est la question de la formation, c'est la question de l'insécurité, c'est la question de la vie chère. Voilà des priorités. Vous savez que culturellement, nous colonisons l'Europe sans arrêt. Vous vous rappelez le bal nègre? C'était vraiment... notre culture était là, quoi. Aujourd'hui, le rap, c'est quelque chose de négro d'afro-descendant. Oui. Le jazz, c'est... Tout à fait. Bon, donc, je vois pas... Je veux dire que ce que j'observe, moi, c'est que les Haïtiens sont arrivés ici avec le compas, notamment, qui a complètement explosé nos musiques traditionnelles. D'où la création du zouk. Et avec le zouk, nous avons répondu et nous avons conquis le monde avec le zouk. Mais je veux dire qu'il y a des questions de génération. Vous parlez de la musique. Je veux dire, le zouk, c'est un enrichissement. Oui. Moi, je vais vous dire, quand j'étais petit,
avant la culture, il y a eu la culture haïtienne, hein, dans les années 71, les Chleu-Chleu, Tabou Combo, bref, on était dans le compas, les Frères des gens. Et puis nous avons eu après, avant il y avait eu la Begin, puis après il y a eu Rico Jazz, il y a eu la Perfecta, il y a eu Simon Jurad, Opération, etc. Donc je veux dire, on s'est enrichi de tout ça, et le zouk est véritablement une musique antillaise. Hein, elle s'est développée. Il s'est développé où le zouk? C'est développé en Martinique, ouais, mais ailleurs, c'est-à-dire en France, en Afrique, etc. Mais c'est pas tellement développé dans la Caraïbe, je veux dire. Mais écoutez, je vais vous dire, vous avez la salsa, qui est un truc de la Caraïbe. Eh bien, mais pour moi, il n'y a pas d'opposition. Heureusement qu'il y a la salsa. Quand vous allez au Brésil, c'est la bossa nova, c'est la samba. Oui. Et bien, je veux dire que, mais tout ça, ça a enrichi nos propres musiques. Donc, quand c'est un enrichissement, moi je suis favorable, je trouve que c'est très bien. Je suis allé en Pologne ou en Autriche, j'ai écouté des choses, des sonorités qui pouvaient m'interpeller aussi. Donc non, l'être humain, fort heureusement, a cette capacité d'universalité et de percevoir au travers des uns et des autres la beauté, j'ai envie de dire, universelle. J'ai pas de problème avec ça. Okay. Si nous nous rapprochons de la Caraïbe, notre igname sera en concurrence avec l'igname dominicain. Ouais. L'igname dominicain coûte infiniment moins cher que le nôtre à la production. Oui. Comment on va faire? Ça va poser deux problèmes. Pour la production, ça va gêner nos producteurs martiniquais. Et encore une fois, c'est là que l'Europe apparaît. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes normes en termes sanitaires, notamment. La viande d'Argentine est délicieuse, mais boostée aux... Pesticidée. Non, mais boostée aux hormones. Donc, l'Europe a fait le choix du bio, de la qualité alimentaire et de la sécurité sanitaire. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il est récent. C'est sur la question de l'eau. J'étais à Mayotte, comme vous le savez, il y a 3 semaines. La question étant que Mayotte ne peut fournir que 20 000 mètres cubes d'eau par jour, alors qu'il en faudrait 40 000. Donc, il a fallu amener de l'eau de la Réunion par bateau, etc. Bon, c'est insuffisant, mais enfin, on a mis en place tout un dispositif avec l'Europe, etc. Et j'y suis allé, et je peux dire que je suis allé 2-3 fois. Mais la question s'est posée. On pouvait aller récupérer de l'eau à Maurice. Eh ben, les analyses qui ont été faites de l'eau de Maurice se sont révélées inadaptées par rapport aux normes européennes. Donc, donc on est toujours obligé de faire attention à tout ça. Donc on explore toutes sortes de choses. Et donc pour votre igname et tout, il faut qu'on regarde. Si on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes normes, on ne pourra pas. Indépendamment des normes sanitaires, il y a le coût. Le coût de production. Déjà, il y a la question. Ici est 3 fois mais plus important. évidemment, ça je le sais bien. Mais est-ce que c'était ça qui était sous-entendu lorsqu'on parlait d'échanges avec la Caraïbe? Est-ce que ça concernait aussi sur le plan économique? Parce que là, on a un vrai... Vous ne pouvez pas vous empêcher, si vous voulez rentrer dans la Caraïbe, que les gens vont vendre des choses. Oui, non, mais ils vont vendre. Moi, déjà, il y a un problème, c'est que la question de l'euro. Nous avons une monnaie qui est beaucoup plus forte, comme vous le savez, que toutes ces monnaies-là. Donc, ça serait un échange inégalitaire. Oui. Et ça vous choque pas? Mais oui. Bon, alors donc ce que je veux dire, d'un côté c'est moins cher, mais heureusement, je dis heureusement, hein, l'octroi de mer, la fiscalité va faire que ces pays-là auront du mal ou ils vont vendre à perte. Ils vont vendre à perte. Et c'est pour cette raison... Est-ce que ces pays-là, l'Europe ne les protège pas quand ils arrivent en Europe? Leurs produits, les accords de Cotonou, est-ce qu'ils n'ont pas été prolongés par les accords du même type? Je crois qu'il y a un autre nom. Alors, je vois la question de la banane dollar et qui arrive en masse sur le marché européen. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, une déclaration des organisations de la banane, de l'APB, c'est-à-dire la banane française, hein, globalement, la banane africaine, la banane de Belize, la banane de Madère, etc. Les producteurs ont signé une déclaration
expliquant qu'ils sont en concurrence avec une balade qui est ni vertueuse, ni écologique, ni ceci, etc., alors qu'eux, on leur demande de respecter les normes européennes. Et donc, ils souhaitaient que les droits de douane des autres soient effectivement plus élevés. C'est donc aujourd'hui quelque chose qu'il faut saluer. D'abord, cette unité de toutes ces bananes qui s'efforcent d'être en conformité avec les normes européennes qui visent à protéger le client, le consommateur, et la santé. Et puis, donc cette démarche qui me paraît, et que je soutiens, qui me paraît vertueuse, vise aussi à nous protéger de ceux qui ne sont pas là-dedans. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.